Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Allora, cominciamo. Beh, tutti conoscete il lavoro. Oui, alors, tous vous connaissez le travail et l'œuvre de Nicolas Philibert, qui on peut dire c'est un pierre miliaire. On dit une pierre miliaire, una pietra miliare, une colonne du cinéma du réel, non? Et avant tout, je veux te remercier parce que on sait que tu as eu des soucis personnels très lourds dans ces jours, mais tu es ici avec nous, tu as fait vraiment un acte d'amitié et de respect pour le public. Et alors vraiment merci, merci parce que ce n'était pas facile de venir dans ces jours ici à Gorizia, que ce n'est pas à côté de Paris. Merci, vraiment merci. E naturalmente ringrazio anche Mattei e tutta l'organizzazione per questa masterclass, per questa rassegna e anche per questa retrospettiva dei film di Nicolas. Alors Nicolas, c'est vrai, un réalisateur, quand on lui demande combien de films tu as fait, tous les réalisateurs disent mais entre un numéro et un autre, non? Mais c'est une pudeur, je ne sais pas, non, on fait semblant de ne savoir pas, mais tu le sais combien tu l'as fait. Donc, mais en tout cas, on a dit que à peu près tu as tourné 15 longs métrages et au moins 15 courts métrages, non? Ça, et Et je ne sais pas, alors si tu ne te rappelles pas combien de films exactement tu as tourné, tu ne peux pas te rappeler combien de prix tu as gagné. Mais on peut se rappeler du dernier, non, que c'est l'Ourson d'Or l'année dernière à Berlin, non, avec le film sur la Dame. Alors, je veux te faire une proposition très banale et personnelle. Euh, le film a été projeté les derniers jours, non? Et tous les producteurs vous attendez de ces prix parce que c'est un prix très important. Et comment tu l'as reçu, comment tu as réagi à ce très important prix? D'abord, je vous remercie tous d'être là. Et je remercie Mathéa et son équipe de m'avoir invité. Et merci à toi aussi. On a déjà une certaine complicité depuis quelques années. Hein, et sans cette complicité-là, peut-être je ne serais pas venu. Ça a joué aussi dans ma décision de venir ici. Merci. Je voudrais dire, avant de répondre à ta question, je voudrais dire une chose. Ce genre d'exercice s'appelle masterclass. Je ne suis pas un maître. I'm not a master. OK? Je suis quelqu'un qui a déjà un certain parcours. Mais je ne me considère pas comme un maître pour la bonne raison que je fais des films pour apprendre. Je fais des films pour essayer de comprendre le monde dans lequel je vis, pour essayer de comprendre un peu qui je suis, qu'est-ce que je fous là. Et je ne suis pas celui qui essaye, avec mes films, de dire aux gens ce qu'il faut penser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Je vais y revenir après, Oui, peut-être. mais tu es arrivé tout de suite. Oui, oui. Mais c'est une prémisse très importante. Oui, oui. Alors, l'ours d'or de Berlin, The Golden Bear, ça a été bien sûr un magnifique cadeau, mais déjà le fait
que mon film soit en compétition, c'était déjà magnifique. Parce que, comme vous le savez, dans les grands festivals, Cannes, Berlin, Venise, la plupart du temps, les documentaires sont dans des sections spéciales ou hors compétition, etc. Et là, c'était le Carlo Chatrian, euh, qui, à l'époque, était responsable de la direction artistique du festival de la Berlinale, euh, avait eu je dirais, le courage de mettre un documentaire en compétition, ce qui bouscule un peu les traditions et c'est très bien. Voilà, donc cette première, ça c'était déjà une première récompense. Et puis ensuite, en effet, le film a beaucoup touché le jury et, et ça a été pour moi un moment évidemment très, très fort pour moi, pour toutes celles et ceux qui font des films documentaires et aussi pour la psychiatrie, puisque sur l'Adamant, c'est un film qui plonge les spectateurs dans le champ de la psychiatrie. Et la psychiatrie, peut-être on y reviendra aussi, c'est un champ qui est en France et dans beaucoup de pays qui est vraiment très 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 malmené par les services publics, par les politiques, nos sociétés. On peut dire que la psychiatrie est vraiment dévastée. Et ce prix a permis de mettre un petit peu de lumière sur une certaine psychiatrie. Voilà. Mais Tout le monde, ça va avec les écouteurs? Sinon, tout va bien c'est lui, hein? Voilà. Mais rappelez-moi aussi, être à voir était une sélection officielle à Cannes. C'était une sélection officielle. Sélection officielle Mais hors compétition. hors compétition. Et il avait Jules Jacob qui n'avait eu le courage de les mettre en compétition. À ce moment-là, on est en 2002. Et en effet, les responsables du Festival de Cannes n'ont pas osé mettre Être et avoir en compétition, ni même dans une grande salle. C'est un documentaire. Si on le met dans une grande salle, ça va fragiliser le film. Ah, ouais, je comprends. Le film a fait à peu près 2 millions de spectateurs en France, autant au moins, sinon plus, dans le reste du monde. Mais à l'époque, on pensait qu'un documentaire, il fallait le mettre dans une petite salle. Et ça, d'une certaine manière, ça m'a aidé. Oui, Ça m'a aidé, pourquoi? Parce que les journalistes aiment bien découvrir. Oui. Et les journalistes ont dit, ah oui, dans une toute petite salle, il y a quelque chose de... voilà. Oui, oui, ça tu pourrais faire un documentaire sur les critiques. Non, alors l'autre chose, on a parlé des nombreux films que tu as fait. On ne l'appelle pas documentaire, ce sont des films. Non, ça c'est une autre question dont on va parler. Non. Tu as approché différents sujets. Non. Tu as parlé d'économie, tu as parlé des maladies, tu as parlé aussi de presse, parce que La Maison de la Radio, c'est un film sur la presse. Non. Tu as parlé des animaux. Non, alors, quels sont les autres sujets que j'ai oubliés et comment ça c'est la question, tu arrives à identifier un sujet sur lequel travailler, parce que le travail de préparation, c'est très douloureux, très souffrant. Tu parles des démons, comment combattre les démons qu'on a dedans, non, pour arriver aussi à imaginer un nouveau film. Ce que tu dis là, c'est très, très important pour moi. La question du sujet.
c'est même, j'allais dire, à la fois au cœur de mes préoccupations et en même temps complètement hors de mes préoccupations. La question du sujet. Je ne sais pas quel est le sujet de mes films. Et je m'en fous complètement. Les commissions qui financent les films, les télévisions, Les plateformes. les plateformes, tout ça, tous ces gens-là ne vous parlent que en termes de sujet. C'est quoi le sujet du film? Ah, c'est sur les Étrusques. Ah non, non, on a déjà financé un film sur les Étrusques il y a 3 ans, donc on ne vous donnera pas d'argent, etc. Euh, Moi, je ne définis pas mon travail en termes de sujet. C'est quelque chose qui m'est vraiment étranger. Ce qui compte pour moi, ça n'est pas un sujet, c'est pas le fait d'avoir un sujet, un bon sujet. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un projet. Sujet, projet, c'est pas pareil. Un projet vous permet de regarder devant, dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais filmer ici, là, dans ce groupe. Euh, Peut-être qu'il y a là la promesse de quelque chose. Peut-être que quelque chose va pouvoir se produire entre eux et nous, et moi. On va voir. Il n'y a pas de bon sujet, à mes yeux. Il n'y a pas de grand sujet, ni de petit. Tu peux faire un magnifique film sur ou à partir d'un sujet complètement banal. Euh, la chasse aux papillons. À travers la chasse aux papillons, tu peux raconter le monde entier. Tu peux parler d'économie, tu peux parler d'écologie, tu peux parler hein, de poésie, tu peux, voilà, c'est un tout petit sujet à la con, si j'ose dire, hein, la chasse aux papillons. Mais bon, tu peux faire un très très mauvais film sur un grand sujet, la guerre, le, la, euh, bon, la géopolitique, et passer complètement à côté et faire un film ennuyeux, faire un film, bref. Donc pour moi, la beauté d'un film, la grandeur d'un film n'est pas proportionnelle à l'importance de son sujet. Petit sujet, parfois grand film. Et, la grandeur d'un film, l'importance d'un film n'est pas non plus indexée, n'est pas non plus proportionnelle à l'importance de la cause qu'il défend, quand il en défend une. Combien de mauvais films à partir d'une grande cause, sur des grandes causes? L'écologie, il y a beaucoup de très mauvais documentaires sur ce sujet si important. Hein, voilà, donc c'est une question pour moi vraiment secondaire. Je prends un stylo, j'arrive. Ah, Voilà. Parce que je prends des notes tandis que tu parles. Non, non là, oui, mais la question, c'est. La question. Ton film, c'est aussi un film très politique. Non. Au-dessus de tes, entre guillemets, sujets, il y a toujours une idée politique et une nécessité politique de s'exprimer, non? Et ça peut être, comme on dit, le substrat de tous tes films. On peut parler de ça. oui.
Euh, je crois que le point commun entre tous mes films, ou presque tous, c'est l'expression est un peu galvaudée. C'est ce qu'on appelle en français le vivre ensemble. Oui, les politiques dans ce sens. Voilà. En quoi mes films ont une dimension évidemment politique, bien sûr. Pas au sens militant, mais au sens profondément politique. Vivre ensemble, c'est la définition même du politique. Alors, tu as parlé de La Maison de la Radio, un film que j'ai fait à Radio France. Radio France, c'est le siège c'est la radio publique en France. C'est comme ici la RAI. Hein. Il y a plusieurs chaînes, canaux. France Culture, France Musique, France Inter, etc. Et c'est quelque chose qui est financé par nos impôts. C'est donc notre radio. Elle nous appartient. Nous la finançons avec nos impôts. Et c'est une radio qui continue, malgré tout, aujourd'hui, à produire des émissions culturelles très pointues. On invite des philosophes, on invite des peintres, des écrivains, toutes sortes de penseurs, on invite toutes sortes de gens. On y produit de la fiction radio, on y produit des documentaires radio souvent très, très forts. Et donc c'est un bien commun, cette radio. Et donc ce film-là, La Maison de la Radio, c'est un film vraiment, au fond, qui parle de ce lieu qui est essentiel dans une démocratie. Une radio où il y a encore une parole libre, une parole qui essaye d'élever un peu le niveau. Parce qu'aujourd'hui, le niveau quand même... hier soir, à l'hôtel, j'ai un peu zappé sur les chaînes de télé. Je regarde plus jamais la télé chez moi. Mais quand je suis à l'hôtel, je regarde un peu comme ça. C'est effrayant de vulgarité. C'est pas spécifique à la télé en Italie, c'est partout. C'est le triomphe de la bêtise, de la vulgarité, de la pornographie. De la veulerie. Oui, Eh oui, voilà. oui, alors on parle pas des sujets. On a parlé des les substraits non politiques, mais alors euh, comment on parle des cadres, non? Parce que Oui. euh, tu choisis un cadre Mhm. euh, et tu commences à déjà des premiers photogrammes de tes films, les spectateurs, ils comprennent les cadres. Mhm. Et après, tu l'amènes à faire un tour dans ce cadre. Alors, comme c'est correct cette impostation qui part du cadre, que j'imaginais peut-être pas vrai, et comment tu vas construire ce cadre? C'est vrai que tu emploies le terme de cadre, on pourrait dire, je choisis souvent un lieu, souvent mes films invitent les spectateurs à aller quelque part. Allons ensemble là, allons à la maison de la radio, allons dans une école, Sur la Dama. allons sur la Daman, allons, voilà. Allons voir ce qui se passe dans cet endroit. J'ai l'impression
qu'il y a des choses intéressantes à voir là, des gens intéressants, quelque chose qui va peut-être nous intéresser, nous donner à réfléchir, nous permettre d'avancer un peu dans notre façon de regarder le monde. Allons voir. J'ai dit tout à l'heure, pour commencer, que je ne faisais pas des films pour instruire les spectateurs, pour dire aux spectateurs quoi penser en tout cas, mais plutôt déjà en premier lieu pour essayer de comprendre où je suis, qui je suis, le monde dans lequel nous vivons. Et au fond, c'est tout simplement, c'est ça mon travail. Mon travail consiste à prendre les spectateurs par la main et leur dire venez avec moi, allons voir là qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce cadre-là. Alors, en effet, un film délimite un peu un champ. Hein. Voilà, je vais m'intéresser à ce lieu, à ce groupe, à ces gens. Il faut un peu, peut-être au début, dire voilà, c'est là, allons là. Et puis après, on va voir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, et peut-être c'est l'essentiel de ce qui singularise mon approche, c'est que je ne cherche pas à trop en savoir avant de faire le film. Dans les écoles de cinéma, dans les universités, dans les départements cinéma des universités, on dit aux étudiants, notamment à ceux qui font des documentaires, il faut vous documenter, il faut enquêter, il faut préparer, il faut repérer. Je suis, comme tout le monde, obligé de le faire un petit peu parce qu'il faut toujours écrire un projet. Et pour écrire le projet, il faut bien pouvoir écrire quelques pages. Mais j'essaye de ne pas trop en savoir. Je dirais parce que le moment de la recherche, pour moi, c'est pas avant, c'est le film. Je dis souvent, moins j'en sais, mieux je me porte. The less I know, the better I feel. Quand je prépare un film, je veux pas trop savoir. Pourquoi ? Parce que si j'apprends avant ce qu'il y a à apprendre, d'une certaine manière, j'ai plus envie de faire le film. C'est le film qui va me permettre d'aller vers les gens, d'apprendre, de comprendre, d'ouvrir les yeux, etc. Si tout ce travail, je le fais avant, et qu'ensuite le film consiste à mettre en image ce que j'ai appris précédemment, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Donc, mon moteur, mon carburant, je dirais, c'est ma curiosité, c'est le désir d'apprendre, c'est la rencontre. Voilà le mot qui est pour moi essentiel. Mes films sont construits sur cette idée de rencontre. Il s'agit de rencontrer l'autre, d'essayer de comprendre ce qui me distingue de lui, ce qui nous distingue, ce qui nous différencie ou ce qui nous rapproche. Ça va ? Oui. C'est difficile, hein, ce qu'il fait. Non, alors, cette idée, c'est l'idée qui a, comment dire, réglé le néoréalisme, non, beaucoup, non, c'est-à-dire peu pages de scénario et après, non, on va. Mais alors, au niveau, c'est une curiosité un peu comme ça, technique, au niveau, tu vas découvrir, non?
pendant que et comment tu peux savoir combien de semaines tu vas tourner? Parce que la découverte elle peut durer aussi une année. Ah, alors, c'est et comment on peut comprendre et surtout comment réagissaient les producteurs? Euh, j'ai pas ce type de pression de la part des producteurs pour plusieurs raisons. D'abord parce que mes films sont financés par le cinéma et pas par la télévision. Ça me donne beaucoup plus de liberté. Quand vous avez les responsables des unités télévision, dans votre salle de montage, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de vous pousser à accélérer le rythme du film, etc., pour que les gens ne changent pas de chaîne. C'est leur seule unique obsession. Donc c'est des imbéciles. Enfin, c'est des gens qui sont définitivement perdus pour le cinéma. Par contre, quand on est du côté du cinéma, on a une liberté plus grande. Alors, en effet, très bonne question. Quand je tourne, je pourrais rester indéfiniment sur l'Adamant, Ouais. continuer à tourner pendant encore 3 mois ou 6 mois de plus. C'est tellement intéressant. Sauf que, et donc, comment imaginer que tout d'un coup, le tournage est fini? Il faut s'arrêter. Pourquoi? Alors chez moi, c'est simple. C'est à un moment, le premier désir, le désir le plus fort, c'est celui de commencer à monter. Tout d'un coup, le désir de passer au montage, de commencer à monter le film, l'emporte sur le désir de continuer à tourner. Voilà, c'est purement intuitif, mais voilà, j'aimerais vraiment commencer à associer, à construire la narration, le récit à partir de ce que j'ai tourné. Et, et voilà, donc j'arrête de tourner, je commence à monter. Quelquefois, il m'arrive de retourner un petit peu parce que je m'aperçois que il manque peut-être ici une articulation, quelque chose, voilà. Mais c'est ça. Alors, une autre chose très intéressante dont on avait parlé à Palerme, mais euh, j'ai revu sur un texte que tu as écrit, c'est la question des les moyens techniques qui ont donné la possibilité de tourner sans dépenser l'argent comme une fois avec la pellicule. Ça, c'est une question très importante parce que tu dis que ce n'est pas nécessaire de tourner euh, beaucoup sans cesse parce que c'est pas cher. Mais il faut toujours non, avoir l'idée de qu'est-ce qu'on est en train de filmer, qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans le cadre. Non? Et tu dis résister au tout visible. Oui, C'est très intéressant ce concept. je dis que, Tu expliques ça. en effet, j'ai déjà eu l'occasion de dire que il me semble qu'il faut résister à à ce monde du tout visible dans lequel nous sommes en train de sombrer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la multiplicité des chaînes, des images, on est dans un monde d'images. Et c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut résister
et que le cinéma, je dirais ontologiquement, le cinéma, c'est une façon de résister au tout visible, parce que le cinéma, c'est l'art de l'ellipse, c'est l'art de... un récit cinématographique laisse des vides, des trous. Entre cette scène et la suivante, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas montré. Et c'est parce que je n'ai pas montré ce qu'il y a entre cette scène et celle-là que mon imaginaire est invité est invité, au fond. Mon imaginaire de spectateur. Il faut que le spectateur travaille un petit peu, hein, pour qu'il puisse être actif, être acteur du film d'une certaine manière. Un film, tous les films ont une comment dire ça? Il y a toujours on peut parler de la relation entre celui ou celle qui filme et les personnes qui sont filmées. La relation filmeur-filmé, c'est évidemment très important. Mais je crois que, en fait, il y a un triangle. Celui ou celle qui filme, les personnes filmées et les spectateurs. Construire un récit, construire un film, c'est toujours une façon d'assigner le spectateur à une certaine place. À quelle place je mets les spectateurs quand je filme? Il y a des films qui méprisent les spectateurs. Il y a des films pour qui cette question, il y a des cinéastes pour qui cette question n'existe pas. À quelle place je mets le spectateur? Ce qui compte, c'est de faire le plus de spectateurs possible, donc le plus d'entrées possible. Là, les spectateurs ne sont plus que des consommateurs, hein, on va dire. Et il y a des films qui essayent de mettre le spectateur à une place, à les considérer comme des sujets. J'emploie le mot sujet, mais dans un autre sens. Comme des personnes, comme son égal, comme ses égaux. Les spectateurs sont mes égaux. Je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus beau, je ne suis pas... Voilà, je suis comme eux à essayer de comprendre un peu dans quel monde on est, à essayer de comprendre un peu les choses. Et donc, c'est quelque chose pour moi de cette question-là de très important. Où je place le spectateur? Comment je le considère? Est-ce que il y a une phrase... Attends. Vous connaissez j'ai oublié un petit peu, mais... Vous connaissez Jean-Louis Comolli? Oui. Jean-Louis Comolli, c'était... Il n'est plus de ce monde, mais c'est un cinéaste et en même temps un grand penseur du cinéma documentaire. Et il a une très, très belle phrase sur ça. La véritable dimension politique du cinéma, c'est faire que soit reconnue entre l'écran et la salle la dignité des uns par les autres. Il a tout dit avec cette phrase-là. Oui, c'est intéressant sur ce thème, les rythmes de montage de tes films. Parce que tu donnes un rythme à chaque
cadrure, non, à chaque cadre, qui donne la possibilité au spectateur d'entrer chaque fois dans ce moment du film, et tu n'as pas, comment on dit, tu ne presses pas à couper, non, tu ne coupes tout de suite. Alors, euh, et ça donne, comment on dit, la sensation que tu es dedans le film, que tu es à côté des caractères que tu... alors, euh, ça, c'est une question qui est liée à ça, mais aussi à la question du montage, que jusqu'à un certain moment, tu utilisais un monteur ou monteuse, mais après, tu as commencé... Alors, tu nous parles de ça. Je monte Oui, tout seul. oui, je sais, mais tu es arrivé à ça. Mais alors, les rythmes des montages et les rythmes des tournages aussi, parce qu'ils sont très, très liés l'un à l'autre. La question du rythme, c'est celle du temps, et la question du temps, c'est une question centrale dans le cinéma. Le cinéma, c'est de la durée, et donc c'est des rythmes, c'est des rythmes plus ou moins lents, plus ou moins rapides, plus ou moins saccadés, plus ou moins... euh, pour moi, c'est essentiel quand je monte plus que presque plus que le contenu. Ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est la manière de le dire, il me semble. Euh, mais je voudrais revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas trop préparer. Pourquoi? Euh, Je l'ai dit pour garder ma curiosité intacte, pour garder mon appétit intact. Mais plus que ça, euh, il me semble que euh, si on cherche trop à dire, à envoyer un message, on passe à côté. On risque très fort de passer à côté de l'essentiel. Comme dit Fred Wiseman, si vous voulez envoyer un message, just send an email. Envoyez un email. C'est pas, mais c'est pas. euh, les films ne sont pas faits pour envoyer des messages. Les films sont peut-être davantage faits pour montrer les choses dans leur complexité, dans leur densité, dans leurs contradictions, dans leur... Quand l'intention est trop forte, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je me bats d'une certaine manière contre cette idée qu'il faut euh, que le film vienne illustrer une pensée préalable, une intention préalable, un vouloir dire préalable. Voilà. Et comme disait un producteur cinéaste qui s'appelait Labarthe, l'ennemi, c'est l'intention. La mise en scène consiste à exterminer toute trace d'intention. Quand l'intention est visible, quand le message est massif, visible, le film cherche à me convaincre. Moi, je ne cherche pas à convaincre, je cherche peut-être à donner à réfléchir, à inviter à réfléchir, mais certainement pas à convaincre. Si on cherche à convaincre, alors on illustre en images un discours préalable et on est déjà au bord de l'ennui. Il me semble que les plus belles scènes
bien souvent, pas toujours, mais souvent les plus belles scènes dans les films sont celles qu'on n'avait pas sont Imaginez. imaginées, sont celles qui étaient complètement imprévues. Et c'est pour ça que je fais du documentaire. Parce que le documentaire laisse le champ libre à l'imprévu. Le documentaire laisse toute sa... Évidemment, si tu fais un documentaire historique sur les Étrusques, là, en effet, il faut préparer, il faut se documenter, c'est autre chose. Mais dans une approche un peu comme la mienne, qui consiste à aller ici ou là pour... euh, il ne s'agit pas pour moi d'illustrer un discours, autrement autant écrire un discours. Il s'agit de laisser les choses ouvertes, de laisser... il s'agit d'être capable de se laisser modifier, de se laisser changer par ce qu'on filme, se laisser changer par les personnes qu'on va rencontrer. Si je vais en psychiatrie, là, sur l'adamant, l'adamant, c'est quelques mots sur l'adamant, hein, Oui. parce que vous, Ah, peut-être vous ne savez pas. Euh, l'adamant, c'est un, c'est un centre de jour en psychiatrie qui est très singulier, qui est très particulier parce que c'est pas un hôpital. c'est un hôpital de jour. Ouais. It's a day, Hospital. a day center in psychiatry, qui est sur la Seine, sur la rivière qui traverse Paris. C'est pas un bateau, c'est pas exactement un bateau parce qu'il ne navigue pas. C'est une structure flottante. Alors c'est sur la Seine, ça flotte, c'est au cœur de Paris, c'est visible, tout le monde peut le voir. Bien souvent, les lieux en psychiatrie sont loin du centre de la ville, à l'écart, c'est souvent des lieux fermés. L'Adamant, c'est tout le contraire. Si vous allez voir le film ce soir sur l'Adamant, vous verrez un lieu ouvert, effervescent, un vrai lieu d'accueil, d'hospitalité, dans lequel on accueille toutes sortes d'intervenants. Un critique de cinéma peut être invité à venir passer 2 heures là, dans un groupe de parole. La semaine d'après, ça sera une, une astrophysicienne. La semaine d'après, on va inviter peut-être un peintre qui va venir raconter son monde. On peut inviter un cinéaste, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis resté là pendant longtemps. Bref, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu complètement ouvert sur le monde. Et, 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 et c'est un lieu dans lequel les personnes qui sont là, les passagers, on va dire, les passants, les patients, sont considérés d'abord comme des personnes avant d'être considérés comme des malades. Et c'est essentiel. Pourquoi je parle de ça, je ne sais plus. Non, on était parti Je suis parti de l'idée du message, ouais. du vouloir dire, etc. J'y reviens, je poursuis. Quand vous faites un film qui vient illustrer un discours préalable, il n'y a pas de rencontre. Vous venez parmi des gens, mais vous savez déjà d'avance ce que vous allez dire sur ces personnes. Il n'y a pas de rencontre avec eux. Vous avez déjà Une un, idée. une idée, un jugement. Voilà ce qu'il faut dire. C'est fichu, quoi. Il y a pas de rencontre.
vous ne laissez pas la place à l'imprévu, à l'imprévisible, c'est pas bien. Je trouve, c'est pas bien. Si au contraire, vous arrivez simplement avec le désir de comprendre un peu qui sont ces personnes, de leur parler, de les écouter surtout, de discuter, bavarder, rire, ça change tout. Dans le film, si vous allez le voir ce soir, vous verrez qu'il y a parfois des patients qui se mettent au piano et qui jouent quelque chose et qui chantent. C'est des scènes complètement inattendues. Il y a un homme qui chante une chanson qui s'appelle « Personne n'est parfait ». Un jour, cet homme est venu vers moi. « Nicolas, hier soir, j'ai écrit une nouvelle chanson. »« Ah oui ? Est-ce que je peux vous la jouer ?»« Ah, avec plaisir. Est-ce que je peux la filmer, moi ?»« Oui, 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 bien sûr. » Un quart d'heure après, j'ai filmé Marc, qui s'est mis au piano et qui a chanté cette chanson magnifique, « Personne n'est parfait », qu'il avait écrit dans la nuit. Voilà, c'est le champ des possibles et tout d'un coup immense. Tout peut arriver. Et le film va se nourrir de cette façon d'être avec, cette façon de m'abandonner au hasard. Mon travail, plus j'avance, plus j'assume cette position qui consiste à m'abandonner au hasard, à laisser le hasard se glisser dans le projet. Comme si, au fond, plutôt que de savoir d'avance ce qu'il faut faire, comme si l'important, c'était au contraire de filmer ce que les gens veulent bien m'apporter, me donner. C'est ça que je fais. Mon travail consiste à faire en sorte que les personnes que je suis venu filmer aient envie de me donner, de nous donner quelque chose d'eux-mêmes. Je ne suis pas celui qui arrache les choses de force, qui enfonce les portes, mais celui qui recueille ce qu'on veut bien me donner. Oui, tu mentionnes... C'était long, hein, pardon. C'est vrai que tu as mentionné une chose que Jean Noury disait, programmer le hasard. C'est magnifique. Programmer le hasard, oui. Ça, c'est ton travail. Oui, c'est ça mon travail. Programmer le hasard, c'est créer les conditions pour que des choses arrivent, pour que des choses se passent, pour que les personnes que je viens filmer aient envie de jouer le jeu, aient envie de me donner quelque chose, de nous donner quelque chose. C'est Marc qui vient chanter pour le film. C'est Sandra, une femme qui est dans ce film aussi, qui soudain me raconte comment, quand son fils avait 5 ans, les autorités l'ont retiré la garde de son enfant. C'est des confidences qu'elle me fait, très émouvantes. Je n'ai pas cherché à l'interviewer.
je suis pas journaliste, je viens pas chercher un scoop. Je suis simplement là, à l'écoute, prêt à entendre ce que les gens veulent me raconter. Oui, ça c'est très important parce que ça c'est alors cette sensibilité, cette capacité d'empathiser, c'est quelque chose que s'apprend ou que c'est comment on dit qu'on a dedans un peu la développer. C'est-à-dire quand tu as fait ton premier film, Les voix de son maître. La voce del La voce padrone. del padrone, c'est mieux les titres italiens. C'est mieux les titres. Euh, tu n'avais pas trop besoin d'empathiser avec non, des Les grands patrons oui, du exact. capitalisme. Oui. Alors, mais tu avais déjà cette sensibilité que tu as utilisée, par exemple, sur la Dama, ou cette sensibilité, tu l'as développée, tu l'as cultivée, tu as compris que ça, c'était nécessaire pour améliorer ton travail. Oui, mais je crois que c'est quand même d'abord euh, quelque chose qui est lié à mon caractère, à mon tempérament. Je ne suis pas... euh, ce premier film dont tu parles est un peu différent des autres. Je crois que un peu plus tard, à partir du film que j'ai tourné au Louvre, je vais être plus en phase avec moi-même, avec ma propre façon d'appréhender le monde et de considérer et le cinéma et la relation aux autres, qui est plus ouverte, peut-être plus sensible, de l'ordre du sensible. Euh, je ne cherche pas, je ne cherche pas à, je l'ai dit, je ne cherche pas à convaincre. Je cherche à réfléchir avec les autres, à comprendre, à, je l'ai dit déjà plusieurs fois, je ne cherche pas à délivrer des messages, à ramener la pensée à des slogans. Souvent, les slogans, c'est de l'anti-pensée. C'est le simplisme. C'est vite la démagogie. C'est vite le populisme, souvent. Alors, on a parlé avant du montage. Une autre euh, question très importante pour tes films, en général, pour les montages, et on le voit surtout dans Retour en Normandie, on sera projeté après notre rencontre, les associations. Oui. Mais peut-être, comme j'ai longuement évoqué la question de la rencontre, la question de la relation aux personnes que je filme, il y a quelque chose que je pourrais, si tu es d'accord, que je pourrais ajouter. C'est cette chose-là, Ah oui, absolument. euh, On va arriver là, oui. si tu veux Non, non, bien. mais d'autres. Hein. Oui, c'est magnifique. Je dis souvent, bon, la plupart des cinéastes, Oui. quand ils sont quelque part, disent aux personnes qu'ils filment, ne regardez pas la caméra. Faites comme si je n'étais pas là. Moi, je dis le contraire. Faites comme si j'étais là. On peut regarder la caméra, c'est pas un problème pour moi. Hein. Euh, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire croire aux spectateurs qu'il n'y a personne. Je suis venu là avec une caméra pour faire un film
et pour rencontrer un lieu, un groupe, des gens, une partie du monde. Et je veux que cette chose-là soit lisible, visible, inscrite dans le film. Ça veut dire que souvent, même si je ne fais pas des interviews, je ne suis pas journaliste, mais souvent on m'interpelle, on me parle, je réponds. Vous verrez, si vous regardez ce soir le film sur l'Adamant, je filme un homme, il est au bar. Soudain, il dit « Ah, c'est moi que vous filmez ?» Oui, je suis en train de filmer, on ne me voit pas, mais je lui réponds « Oui, oui, oui. » Ah, je ne me suis pas rasé ce matin. Et je dis « Moi non plus. » Ça change tout. Un peu plus tard, Muriel, une femme, elle me regarde, elle regarde la caméra. C'est à vous ce matériel? Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? Oui, oui, oui. Et vous? Elle pose la question à l'homme qui fait le son. Et vous, Eric, vous avez une voiture? Vous n'avez pas de voiture? C'est lui qui se trimballe tout, qui trimballe tout? Eh oui, mais oui, je suis venu là, on se parle. Je vais pas. Eh oui. Donc, on pourrait dire, pour revenir à la question du Oui, sujet. non, et association. Oui, oui, mais à la Ah question oui, avant, la première, oui. pour revenir à cette toute première question du sujet. Le sujet de mes films, c'est quoi? C'est le film. C'est ce film qui est en train de se faire. C'est cette rencontre-là. Le film d'avant, c'était une autre rencontre. Là, maintenant, sur l'Adamant, c'est cette rencontre-là que nous sommes en train à laquelle j'invite les spectateurs. Il n'y a pas de sujet. Ça n'est pas un film sur la psychiatrie. Ça n'était pas un film sur la radio. Ça n'était pas un film sur l'école. C'était un film à l'école, dans la maison de la radio, sur l'Adamant, pas au sens, Sur la dame. pas, pas au sens comme un sujet à traiter, comme un devoir à faire, mais on dit sur l'Adamant, sur un bateau, comme on dirait sur un bateau. On monte à bord de l'Adamant. Ça va? Mais alors l'autre, on a... Les associations. Non, oui, C'est pas- oui, non, avant de dire ça, je voulais dire. Alors maintenant, on a parlé, les substraits, c'est la politique, mais l'autre grand cœur de tes films, c'est l'humanité. Et aussi, quand tu fais des films sur les animaux, tu parles d'humanité. Oui. Non? Oui. Oui, parce que euh, oui, un film sur le monde animal euh, c'est pour moi l'occasion de parler de notre rapport au monde animal, qui est compliqué, qui est très compliqué. Nous sommes une espèce parmi d'autres, un peu particulière, parce qu'on a pris la main sur la destinée de cette planète, que les animaux sont
très maltraités par notre monde industriel, surindustrialisé, que les animaux sont bien souvent en voie d'extinction, qu'on découvre aujourd'hui tous les jours du côté du monde animal des choses incroyables sur la capacité de certains animaux à avoir de l'empathie, à avoir euh, euh, des langages. On est en train de découvrir que les insectes ont des émotions. Enfin, aujourd'hui, euh, le monde animal est évidemment un monde passionnant et qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos responsabilités, à ce que nous sommes, à mille et une questions philosophiques. Ben oui. Euh, j'ai fait il y a quelques années un film qui s'appelle Nénette. Oui. Nénette, c'est... Ah, le film est aussi dans la programmation du festival. Ouais. When is it? Tomorrow. Tomorrow you can go and see Nénette. Nénette, c'est un film d'1h10, comme ça. Nénette, c'est une femelle orang-outan dont je suis tombé profondément amoureux. Elle est en captivité. Au cœur de Paris, il y a un petit zoo qui est un des plus vieux zoos du monde. Il a été fondé par Buffon. Et Nénette, c'est une femelle orang-outan très 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 âgée. Elle a plus de 55 ans. Pour un orang-outan, c'est très très vieux. Dans la nature, ils vivent beaucoup moins vieux, ils vivent jusqu'à 30 ans peut-être, dans le meilleur des cas. Elle est donc prisonnière, elle est derrière une vitre. Et ce film, c'est un film qui est construit sur le dispositif suivant. Du début à la fin, nous voyons à travers la vitre Nénette et les 3 autres orang-outans avec qui elle partage son espace. Et nous entendons les humains qui la regardent, qui parlent d'elle, qui racontent des histoires à son sujet, qui improvisent, etc. Donc le film, c'est un film dans lequel le son et l'image sont totalement... il y a une grande totale disjonction entre le son et l'image. On voit Nénette, on entend les humains qui passent là, les visiteurs, dans différentes langues. Oh, regarde ses mains, on dirait ma grand-mère. On entend les soignants, les personnes qui s'occupent d'elle, qui nous racontent plein de choses sur elle. Et on entend des personnes que j'ai invitées à venir et qui réfléchissent à voix haute sur cette espèce de... cette sorte de personnage qui est Nénette, sur laquelle nous projetons. Et c'est un film qui dit au fond, sur cette idée que regarder, c'est toujours projeter. C'est une métaphore du cinéma, au fond, ce film. Regarder, c'est projeter. Au sens propre, on dit une projection. Mais regarder, c'est déjà... si tu regardes Nénette, si je la regarde, on n'a peut-être pas le même... On ne regarde
pas exact. On regarde en même temps la même chose, le même animal, mais chacun regarde avec sa subjectivité, à partir de son enfance, à partir de ses traumatismes, à partir de ce qu'il est, ce qu'elle est, etc. Et c'est sidérant d'entendre les humains. C'est un peu comme si on pourrait faire la même chose avec Mona Lisa. C'est pareil. Vous mettez Mona Lisa qui est derrière sa vitre, vous enregistrez juste les conversations, ça sera extraordinaire. Parce que les gens parlent d'eux, finalement. En parlant d'elle, on parle de soi, bien sûr. On projette ce qu'on est. Donc, Nénette, c'est... Voilà. Donc, ce film sur Nénette, avec Nénette, c'est l'occasion de cette sorte de... c'est cette idée que, regardez, c'est projeter une part de soi, et c'est d'une certaine manière s'inclure dans le tableau. Comme Gustave Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi. Nénette, c'est moi. C'est toi. Oui, oui. C'est vous. Tous. C'est nous. Nénette, c'est nous, d'une certaine manière. Non, alors, les associations, c'est-à-dire, quand on parle des associations, on ne parle pas des associations sociales, non, des associations des images, non, naturellement, mais je disais non. Des associations d'idées. D'idées, des concepts, non? Comment surtout dans Retour en Normandie, il y a, je pense, un film où il y a plus d'associations, parce qu'il y a différents niveaux de narration. Non? Oui. Alors, tu nous parles un peu de comment c'est pas facile de répondre. Si, je vais répondre. Dans la vie, on, on réfléchit tous beaucoup par association d'idées. Une idée nous amène vers une autre idée, etc. On fait tout le temps ça. Moi, je fais ça dans mes films. Euh, le filmer, pour moi, ne consiste pas à accumuler le plus possible en me disant on verra après. Tu as dit je filme pas beaucoup. Je filme un peu, mais en effet, il y a des gens qui engrangent 500 heures de film. Mon Dieu. Moi, c'est plutôt 50. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait déjà de 50 heures? Il va falloir faire un film d'1h30, 1h40. On a beaucoup de matériel là. Mais donc, filmer, c'est pas un acte passif. Je filme le plus possible, on verra après. Non. Filmer, pour moi, c'est déjà commencer à penser montage. Pourquoi? Parce que je filme quelque chose, ça m'amène à une autre idée, puis une autre encore. Bref, pour le dire simplement, filmer, c'est déjà commencer à construire. C'est déjà commencer à élaborer une narration, un récit, que le montage va ensuite permettre d'aboutir, mais c'est déjà là. Et voilà, c'est en effet... Alors, Retour en Normandie, que vous verrez tout à l'heure, c'est un film, en effet, dans lequel il y a beaucoup de strates. C'est comme un millefeuille. Ouais, je ne sais pas si ce mot existe. Oui, oui, un millefeuille, c'est gâteau. ce gâteau avec plein de couches comme ça. Et de la crème au milieu. Et donc,
Retour en Normandie, c'est un film millefeuille. Il y a plusieurs temporalités. Je ne vais pas trop le raconter, mais il y a plein d'histoires qui se superposent, qui s'entremêlent. Et cette idée d'association d'idées, elle est très visible, Oui. très Surtout, manifeste. par exemple, quand on voit un dégorgement d'un porc qui arrive, tout ça, non, c'est une association très forte. Non, pour ça, Oui. oui, alors, je ne veux pas te demander comment tu es arrivé là, mais tu parles déjà pendant les tournages, tu imagines un peu cette association où il arrive plus au montage et Le film, c'est un film, vous verrez, qui paraît très élaboré, qui est très élaboré, très construit, mais vraiment, le tournage, c'est beaucoup improvisé, comme souvent chez moi. Et ce film-là, quand j'ai commencé le tournage, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ce que j'allais filmer. Les rencontres se sont multipliées pendant le tournage. Une idée a amené une autre. Le palais de justice, la prison, telle personne, telle autre. Les choses se sont... J'ai inventé jour après jour. C'est tellement beau quand quand on se sent autorisé à improviser, autorisé à prendre son temps pour faire son film. Et moi, au fond, j'ai forgé mes propres outils de film en film. J'ai construit ma propre liberté. Je l'ai dit, je n'ai personne sur le dos qui vient me... Je n'ai pas cette pression, cette obligation de rendement, cette obligation à filmer utile. Je ne veux pas devoir filmer utile. Utile à quoi? Utile pour le message. Utile. Donc, je m'autorise les parenthèses, les détours, les apartés, les essais. Je m'autorise de rater, de suivre une piste, une autre, d'abandonner celle-là. C'est quelque chose que j'ai petit à petit, que j'ai construit. Pour autant, je n'ai jamais dépassé le budget prévu. Je n'ai jamais fait perdre un seul euro à mes producteurs. Je reste toujours dans l'économie du film. Mais je fais en sorte de pouvoir tourner avec une petite équipe. Ça coûte moins cher qu'une équipe pléthorique. Quelquefois, je filme seul. Ça coûte pas d'argent quand je suis seul. Je m'autorise à étaler mon tournage sur une certaine durée, quelquefois sur 4 mois, 6 mois. Ça ne veut pas dire que je filme tous les jours, mais je prends mon temps. Voilà, j'ai construit au fond mon propre territoire de cinéma, si j'ose dire. You were already, Nicola and Francesco, entering the subject I wanted to ask you about is the film Back to Normandy. So I will try to put into you this question because I'm guessing this film has not only a special place in your filmography but also in your heart, because it's kind of also auto-portrait of your life, perhaps, or of your film life, or of your
film time in your lifetime. So maybe if you could talk a little bit about this. Oui, Retour en Normandie, Back to Normandie, c'est un film, certainement un de mes films les plus personnels, peut-être mon film le plus personnel, au sens où c'est un film qui repose sur une aventure que j'ai vécue moi-même. Je vais l'expliquer en quelques mots. Je ne suis pas originaire de Normandie. Ce retour en Normandie, c'est l'occasion pour moi de revenir sur les traces d'un tournage pour lequel j'ai été assistant réalisateur à mes débuts. Quand j'ai commencé, j'ai pas fait d'école de cinéma, ça n'existait pas. Il y avait 2 écoles de cinéma en France et pour pouvoir y entrer, il fallait être bon en maths, en physique, chimie, tout ça, c'était pas pour moi. Ma seule chance de commencer, c'était de commencer comme stagiaire, puis assistant. Voilà. C'est comme ça que j'ai débuté. En 1975, j'ai été assistant d'un cinéaste qui s'appelle René Alliot. C'est un nom italien. C'est un cinéaste d'origine piémontaise. Famille émigrée en France. René Alliot va tourner cette année-là un film à partir d'un manuscrit laissé par un jeune garçon de 20 ans qui s'appelait Pierre Rivière. Pierre Rivière est un jeune paysan. Bonjour. Hello. Pierre Rivière, c'est un jeune paysan normand qui un jour va prendre une serpe et égorger la moitié de sa famille. Ce garçon s'enfuit, se réfugie dans les bois, mais un mois après, on l'emprisonne. À peine en prison, il demande du papier, de l'encre, et il va écrire un texte magnifique qui commence par ces mots « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, etc. » Le philosophe Michel Foucault va publier ce texte, en faire un livre, et le cinéaste Alliot, en 1975, va faire un film en Normandie sur les traces de ce crime qui s'est passé en 1835. Je suis assistant sur ce film et je vais faire ce qu'on appelle aujourd'hui le casting. C'est un casting un peu particulier puisque le cinéaste a l'idée de confier les rôles principaux non pas à des acteurs, mais à des paysans normands. Je vais donc passer 3 mois à aller frapper dans les fermes pour essayer de convaincre des paysans en Normandie, les convaincre de jouer dans un film, de mettre un costume, de jouer des scènes de disputes, des scènes d'amour, etc. C'est pas du tout évident. C'est une expérience qui a beaucoup compté pour moi, cette expérience-là, dans le monde paysan en Normandie. Et 30 ans plus tard, j'ai eu à cœur de revenir en Normandie à la rencontre des gens qui avaient joué dans ce film. C'est le film que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. J'ai un peu expliqué, c'est
tout ça est réexpliqué dans le film, c'est raconté dans le film aussi. Bonjour. Je ne connais pas bien votre œuvre. En fait, j'ai vu seulement 2 films, 2 bijoux. Alors, merci. J'ai beaucoup aimé l'authenticité que j'ai trouvée dans ces films. Comme une fenêtre sur la vie, des petits morceaux de vérité. Donc, j'aimerais savoir comment comment commencez-vous la relation humaine avec les personnes avec lesquelles vous allez voir, vous allez tourner le film. Quel film vous avez vu? Which film you saw? Avoir être Être et avoir. Être et avoir. Esserrer et Désolée. avérer. Oui, oui, merveilleux. Et l'autre, de chaque instant. Hein, De chaque instant. de chaque instant, qui est un film dans lequel on voit des élèves infirmiers ou infirmières apprendre leur métier. Comment je fais? Je ne sais pas. C'est une art. Comment je fais? D'abord, j'explique aux personnes qui sont là que je crois que les gens comprennent vite que je ne suis pas celui qui arrive en sachant déjà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut filmer, ce qu'il faut montrer. Les personnes comprennent que j'arrive dans une attitude, au fond, assez humble, ouverte, le désir de construire le film au jour le jour, jour après jour, en improvisant avec les gens, et pas sur leur dos, et pas comme si... je suis jamais dans une position savante, celui qui sait. Qu'est-ce qu'on sait? Tout ça est si futile. Hein. Alors, je crois que les personnes le comprennent assez vite et se sentent vite en confiance. Après, c'est une question de délicatesse, de tact, Je vais prendre l'exemple de être et avoir. On est dans une école, une petite école de campagne. Il y a 13 enfants. C'est ces écoles qu'on appelle à classe unique. Il y a des petits, des moyens, des grands. Les plus jeunes ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 11 ans. Quand il y a très peu d'enfants dans le village, on les regroupe dans une même classe avec le même enseignant. Ces enfants, les petits sont assez spontanés, 3-4 ans, ils savent pas, ils comprennent pas forcément ce que c'est que tourner un film, ce que c'est qu'un film. Les plus grands sont plus facilement intimidés. La plus âgée, Nathalie, une fille très craintive, très impressionnée par la caméra. Mon travail, en particulier, c'était de faire attention à Nathalie. Si vous filmez Nathalie d'une manière un peu brutale, si elle n'a pas envie, vous savez, un enfant à l'école, il n'osera pas dire « Moi, Nicolas, aujourd'hui, s'il te plaît, ne me filme pas. » Il ne va pas oser. C'est à moi de deviner ça, d'essayer de le comprendre. Donc, il ne fallait pas brutaliser Nathalie parce qu'elle était très très fragile, très timide. J'ai essayé de
respecté ça en me disant, si jamais je filme Nathalie contre son gré, je vais rompre ce fil de confiance que j'ai essayé de créer. Voilà, c'est des choses comme ça, tout simplement. C'est une façon, tout repose sur la manière d'être avec les gens. C'est la seule chose qui permet, c'est mon seul, je dirais, c'est mon seul, j'allais dire ma seule recette, ma seule méthode, mon seul secret. Voilà, j'essaye d'être à la hauteur de la confiance que les gens me font. Voilà. Maybe. Et à propos d'être à voir, quand j'étais à l'école de film à Paris 7, d'abord et après à Madrid, on a parlé beaucoup de ce qui est passé après. Parce que je crois recorder qu'il il a eu un problème avec les maîtres. Et ce qu'on a dit dans l'université et tout ça, c'est que le procès qui a eu lieu après le film avec les maîtres a été vraiment important pour les documentaristes de tout le monde, parce que on peut dire qu'il a de cette façon libéré la manière de filmer, de tourner des films avec des personnes de la vie réelle. Oui. Est-ce que vous voulez compter un petit peu de ça ou... Ça m'ennuie parce que c'est une question très compliquée et si on veut expliquer ça, ça prend une demi-heure. Alors, très, très brièvement, en effet, au moment de la sortie de Être et avoir dans les salles, le maître de l'école, tout d'un coup, a réclamé de l'argent. Je suis co-auteur du film. Et non, il n'est pas le co-auteur du film. Je filme un instituteur qui fait son travail dans le cadre de l'éducation nationale. Et le documentaire est fondé. Le documentaire est fondé sur un contrat moral. Je te filme, si tu en es d'accord, mais je ne peux rien exiger de toi. Tu n'es pas mon salarié, tu n'es pas mon subordonné. Je ne peux pas te dire, demain, nous allons filmer ci ou ça, parce que c'est mon désir et que tu es mon objet. Ça n'existe pas dans le documentaire. C'est ce qui distingue le cinéma documentaire du cinéma de fiction. En revanche, tu as un pouvoir de vie ou de mort sur mon film. J'ai décidé de faire un film sur toi, mais si au milieu du tournage, tu en as assez, tu n'as plus envie, tu peux à chaque instant me dire « Écoute Nicolas, ça suffit, je n'aime pas ce qui se passe, ciao ». Et tu peux arrêter le film. C'est ce pouvoir que tu as. Donc le film repose sur cette sorte de contrat, d'accord entre les deux parties. Tout d'un coup, le maître a réclamé de l'argent, il y a eu des procès qu'il a perdus. Et en effet, ces procès ont permis d'instaurer une jurisprudence qui protège
l'ensemble du cinéma documentaire. Il y a eu à la suite du maître un deuxième, il y a eu un autre procès sur les murs de l'école, comme dans toutes les écoles, il y a des images, des dessins, un jour, un graphiste a attaqué en justice en disant les dessins qui sont là, j'en suis l'auteur. Je vous réclame 250 000 euros, s'il vous plaît. Dans un premier procès, on a perdu. On a été condamné à verser 1 euro symbolique. Le graphiste a fait appel. Il voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et nous aussi, on a fait appel, parce qu'il ne fallait en aucun cas le laisser gagner. Sinon, ça signifiait la fin du cinéma documentaire. Je te filme, tu portes des lunettes. Le type le designer de tes lunettes pourrait m'attaquer. Tu filmes ce type, mais tu filmes mes lunettes. Je te demande de l'argent. Tu vois? Donc, on s'est battu pour gagner ce procès, pour arrêter ce genre de dérive. Voilà, je dois pouvoir te filmer, si tu es d'accord pour être filmé, je dois pouvoir te filmer avec tes lunettes sans que le designer vienne se mêler de la chose. I'm, I'm the bad guy or the bad woman. The last question, it's here. Oui, très brièvement. Merci beaucoup de défendre aussi la curiosité de l'insécurité du ciné documentaire. Ça m'inspire, c'est beaucoup d'inspiration pour moi. Et aussi de mettre la recherche dans le film. Mais je me demande, c'est quoi qui reste de la recherche? Votre recherche, elle est comment? Par exemple, sur l'Adamant, avez-vous visité beaucoup de centres d'accueil? La décision de filmer là-bas et de passer des mois ou des semaines là-bas, oui, c'est comment le procès? Oh, c'est simple. Je n'avais pas la volonté de faire un film dans un centre de jour. Et puis, seulement à partir de ça, de commencer à en chercher un. J'ai entendu parler de l'Adamant, avant même qu'il existe, par quelqu'un qui a participé à sa création. C'est un centre de jour qui a été inventé, créé par des patients, des soignants, des architectes, qui ont pendant 2 ans réfléchi, discuté ensemble et inventé cet endroit. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est un miracle, c'est un petit miracle en psychiatrie. Et voilà, apprenant l'existence de ce lieu, j'ai eu envie de faire un film là. C'est pas comme si l'idée avait précédé la recherche du lieu, non. D'accord? Après, puisque vous parlez des recherches, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai dit tout à l'heure, pour commencer, que je fais des films pour apprendre, pour être moins bête, pour comprendre quelque chose du monde dans lequel je vis, pour comprendre quelque chose de ces personnes qui sont là en psychiatrie, pour comprendre, essayer de voir si nous avons des choses en commun. Voilà ce que j'ai appris.
j'ai appris que j'ai beaucoup de choses à partager, j'ai beaucoup de choses en commun avec les gens qui sont en psychiatrie et qui sont malheureusement éternellement rejetés, invisibilisés, éternellement considérés comme potentiellement dangereux, potentiellement violents, trop souvent méprisés ou en tout cas déconsidérés. Et j'ai eu envie de faire même si je ne suis pas tout à fait un militant, je suis en tout cas quelqu'un qui a eu à cœur de donner à entendre ce que ces personnes ont à dire, de donner à entendre leurs paroles, leurs mots, leur façon de parler, leur façon d'être, leur regard, leur vision du monde, d'accueillir dans ce film la parole des patients pour peut-être essayer très prudemment, timidement, de changer un peu le regard. Je fais des films pour changer le regard. D'abord le mien, pour élargir mon regard. Je l'ai dit tout à l'heure, pour être un peu moins bête. Voilà. Est-ce que tu peux dire 2 mots, parce que je tiens beaucoup d'une collaboratrice qui t'a aidé beaucoup dans tes derniers films, Linda. Linda, c'est cette personne qui m'a fait découvrir l'Adamant, Linda De Zitter. Elle est psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle travaille en psychiatrie. J'ai fait sa connaissance il y a presque 30 ans, à l'occasion d'un film que je tournais déjà en psychiatrie, à la clinique de Laborde. Mon premier film en psychiatrie. Nous sommes restés très liés, et notamment pour ce film sur l'Adamant et les 2 films suivants qui sont aussi en psychiatrie et qui forment une sorte de triptyque. Elle a été très précieuse parce qu'on a beaucoup échangé, beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi ensemble à ce film, à ces films, au moment de les tourner, au moment de les monter. Et encore maintenant, on continue à réfléchir beaucoup ensemble sur tout ça. Voilà. Donc, je dois beaucoup à Linda, et c'est bien de la nommer, de la citer, de le dire. Je crois qu'elle aurait aimé être ici aussi. Oui, On l'avait invitée ici, non? oui, mais bon, elle travaille et Vous retournerez l'année prochaine, naturellement. peut-être qu'on reviendra. Oui. I think no, just stay here. I think these are the right words. As you can see, Nicolas, we are very happy to have you here, and there are so many questions. It's not time to discuss about all the topics that we would like to open. So I think it's more than reasonable that you are already invited for the next year to join us, to come back to Gorizia and to bring your fresh new films together with your collaborator Linda. I have to say thank you in the name of the festival. Thank you also to you, Francesco. Et merci à Peter Peter qui a fait ce... who just escaped, but he will come back, I'm sure. But please, with one applause for finishing the masterclass. Merci beaucoup. Merci. Bravo.
Comment on dit merci en slovène? Hvala.